Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Boruto et aujourd'hui on va se parler du dernier chapitre de Boruto. On va théoriser, on va analyser, on va voir les points forts, les points négatifs de ce chapitre, même si en points négatifs il y en a très peu puisque plus Boruto avance, plus la hype monte et surtout que dans ce chapitre, on a eu enfin le premier combat pour moi entre Ishiki et Kashin Koji qui est le clone de Jiraiya et pour le coup, eh bien tout était présent dans ce combat sauf une seule chose, le réel pouvoir de Kashin Koji. Pour cette review, je vais tout simplement découper ma vidéo en 3 parties, les points positifs, les points négatifs et les spéculations à la fin. Premier gros point positif de ce chapitre, c'est tout simplement Ikimoto, donc le dessinateur actuel de Boruto, qui se rapproche de plus en plus du trait de Kishimoto, et franchement c'est hypant, pourquoi? Puisque ce combat Ishiki-Kashin Koji, eh bien c'est tout simplement une piqûre de rappel et surtout de nostalgie et de haine entre guillemets, pourquoi? Puisque je pense que la plupart des fans de Naruto ont mal vécu la mort de Jiraiya face à Pain, et tout était fait dans ce chapitre pour nous montrer les points qui font penser à Jiraiya et les points qui s'éloignent du personnage de Jiraiya. Pourquoi? Puisque, comme vous le savez, Kashin Koji se considère comme un outil ninja avec une réelle mission, tuer un Otsutsuki, plus particulièrement Ishiki. Et d'un autre côté, on avait un personnage de Jiraiya qui considérait les shinobi non pas comme des outils, mais comme des êtres à part entière qui étaient là pour apporter forcément quelque chose dans ce monde. D'ailleurs, l'un des autres points positifs de ce combat, c'est tout simplement, on nous montre le fossé qu'il y a entre Kashin Koji et Jiraiya par rapport aux techniques de Jiraiya, là où Kashin Koji excelle et domine ce que Jiraiya n'a jamais réussi à réaliser, notamment le mode ermite parfait contrôlé à 100%, chose que Jiraiya n'a jamais réussi à faire. Il était obligé d'être dans une phase intermédiaire, aider des deux vieux crapauds, quelque chose que Kashin Koji n'a pas besoin, et surtout que dans ce chapitre on nous montre la puissance de Kashin Koji, mais j'ai l'impression qu'on met quelque chose en réserve. Pourquoi? Puisque la fuite de Kashin Koji et qui ne meurt pas face à Ishiki a forcément une déduction à avoir par la suite. Pourquoi? Puisque pour moi il n'a pas montré réellement l'étendue de sa puissance, même si dans ce chapitre Amado dit à Sasuke et Naruto qu'ils seraient potentiellement les seuls à pouvoir peut-être tuer Ishiki et que Kashin Koji n'est pas assez puissant. Pour moi tu ne peux pas ramener une hype importante sur le personnage de Kashin Koji et le faire fuir pour rien derrière, c'est impossible, et je pense qu'il aura un rôle à jouer pendant l'attaque de Konoha. Et d'ailleurs ça c'est un autre gros point positif de ce chapitre, c'est l'enchaînement, la rapidité, l'exécution qu'on a derrière, parce que dans ce chapitre on met vraiment l'accent sur le fait que Ishiki est pressé par le temps et qu'il doit forcément remettre une sauvegarde dans Kawaki, ou sinon il disparaît, il n'est plus là, et on a une dernière case où on voit Ishiki flotter au-dessus de Konoha, donc forcément pour tout fan de Naruto ça rappelle Pain face à Konoha, et on sait comment ça s'était enchaîné par la suite, c'était quand même assez apocalyptique, et là on est face à un Otsutsuki qui est obligé d'utiliser cette puissance débordante, mais qui est pressé par le temps, donc qui doit forcément retrouver Kawaki pour survivre et continuer son plan d'exécution. Et ça pour moi c'est un gros point positif, puisque l'enchaînement, on n'a pas le temps de tortiller du cul pour chier droit, et je pense que au-dessus de Ishiki, il y a le lampadaire. Les deux autres points que j'ai soulevés d'intéressant dans ce chapitre et positif, c'est tout simplement déjà cette narration qu'on va avoir entre Sasuke, Boruto, Naruto, avec un Sasuke comme vous l'avez remarqué qui a bien changé et qui dit à Boruto que Naruto et lui se sont préparés il y a bien longtemps maintenant à mourir pour Konoha. Et là déjà, juste pour ça, on est dans une phase de transition pour moi entre le passé de Naruto et Sasuke pour laisser place à la nouvelle génération. Et d'ailleurs, ceci va en adéquation avec le pouvoir, entre guillemets, de Ishiki, avec sa pupille qui est plutôt mystérieuse, puisqu'on découvre qu'il peut rétrécir des choses, les bloquer dans une dimension où le temps est arrêté, et ça forcément ça aura un impact sur son futur combat entre Sasuke et Naruto, qui seront obligés de sortir leurs artifices et sûrement le pouvoir de l'ermite Rekudo. Voilà tous les points positifs que j'ai trouvés dans ce chapitre de Boruto. Si on devrait
accentuer 2 points négatifs sur ce chapitre, c'est tout simplement l'aspect trop prévisible du combat entre Ishiki et Kashin Koji. À quel moment, que ce soit toi, moi ou Pierre-Paul Jacques, eh bien, t'aurais pensé que Kashin Koji aurait pu gagner face à Ishiki alors qu'on nous montre une puissance débordante, etc. Et ça, j'ai peur que dans la suite de Boruto, que Ikimoto puisse calquer ce qui a fonctionné dans Naruto, puisque au niveau du développement, j'ai peur qu'on puisse tomber dans une certaine facilité avec ce qui a marché dans l'arc Pain, entre guillemets. Alors peut-être que je me trompe et c'est vraiment mon avis personnel, mais ça pourrait être plus pénalisant que hypant de tomber dans une facilité scénaristique comme dans Dragon Ball Super. Après, le deuxième point négatif de ce chapitre, et ça va pas que dans ce chapitre entre guillemets, c'est le manque de développement du personnage de Ishiki pour l'instant, puisque quel est son réel but à part Kawaki? Eh bien, c'est un flou scénaristique pour l'instant. Alors c'est un point négatif pour l'instant, puisque je pense qu'effectivement on aura forcément un background, un développement qui sera fait par la suite, etc. Mais pour l'instant on est totalement dans le flou, et c'est peut-être quelque chose qui nous freine sur ce personnage, mais en même temps qui lui donne cet aspect mystérieux et qui nous force à lire la suite. Donc c'est un point négatif, oui et non, mais c'est vrai que quand tu compares Kaguya, quand tu compares les Otsutsuki, t'avais leur but très rapidement, là le mystère est laissé pour Ishiki. Maintenant, si on devait partir sur la partie spéculation théorie des prochains chapitres de Boruto, j'en ai pas mal, et surtout la première théorie qu'on va aborder, c'est le cas Kashin Koji. Forcément, pour moi, sa fuite va découler sur un sacrifice de Kashin Koji pour Konoha par rapport à sa mission face à ses Otsutsuki. Et de plus, on fait tout sur ce personnage pour nous montrer que même s'il n'est pas Jiraiya, à chaque fois qu'on nous montre des moments phares de lui, on nous montre qu'il a quand même une importance à jouer et surtout un amour entre guillemets ou un lien avec Konoha malgré lui. Et c'est là où c'est cool, puisque moi je vois très bien un Kashin Koji se sacrifier pour Konoha devant les yeux de Naruto, qui serait obligé d'admettre que son maître dans n'importe quel univers, temporalité, dans une résurrection, il sera toujours là pour lui et toujours là pour se sacrifier pour les autres. Et pour moi ce n'est pas fini. Dans les prochains chapitres, on aura pas les miettes du background de Kashin Koji, mais le pain complet, ça c'est obligé. Pourquoi? Puisque pour moi, quoi qu'il arrive, on aura cette révélation comme quoi Amado est proche ou était proche de Jiraiya, puisque comme vous le savez, dans l'univers de Naruto, on nous a beaucoup montré que Jiraiya, partout dans le monde shinobi, il avait des contacts, des amis. Donc pour moi, quoi qu'il arrive, si Amado a réussi à voir les cellules de Jiraiya, il y a eu un bail qui a été passé avec Jiraiya. C'est obligatoire, parce que je le vois mal pactiser avec Orochimaru, et surtout je vois mal Amado récupérer le corps de Jiraiya face à la mort de Pain. Je sais pas pourquoi, je vois plus un héritage entre guillemets que Jiraiya aurait laissé pour ce monde que bêtement un Amado qui aurait récupéré les cellules de Jiraiya pour en faire quelque chose par la suite, etc. Je vois vraiment un lien entre Amado et Jiraiya, puisque même quand on regarde l'âge approximatif de Amado, je trouve que ça coïncide parfaitement avec l'âge d'Orochimaru, Tsunade et Jiraiya. Donc ça, voilà, c'est l'une de mes premières spéculations. Kashin Koji aura forcément une mort pour Konoha. Deuxième spéculation théorie qui est assez téléphonée, pour moi, Ishiki va réussir à remettre sa sauvegarde, le Kama, à Kawaki. Puisque comme vous le savez, dans le début de Boruto, on nous montre un Kawaki et un Boruto qui vont se taper sur la gueule, et que l'ère des shinobi a disparu. Donc quoi qu'il arrive, ça va venir. En fait, sur le développement de Kawaki et de Boruto, on se rapproche de plus en plus du développement Naruto-Sasuke, à la nuance que, pour moi, ça sera réellement au premier qui va flancher par rapport à l'Otsutsuki. C'est ça, pour moi, qui va être culminant par la suite. Est-ce que c'est Kawaki qui va perdre maîtrise et qui va se faire totalement posséder et donner la résurrection à Ishiki, ou alors est-ce que c'est Boruto? Pour l'instant, c'est assez ouvert, et c'est là où c'est intéressant, puisque à l'heure actuelle, on ne sait pas si c'est Kawaki qui va devenir le méchant, entre guillemets, ou est-ce que c'est Boruto qui sombrera. Troisième spéculation théorie, la dimension dont parle Ishiki par rapport à son œil. Pour moi, cette dimension où le temps est arrêté est une porte, entre guillemets, au monde, au vrai monde des Otsutsuki, là d'où ils viennent. Pour moi, c'est forcément ça, je le vois très bien comme ça, je sais pas pourquoi, je le sens arriver, et surtout, je sens que le combat Naruto-Sasuke et peut-être Kashin Koji face à Ishiki se passera dans cette temporalité, et que ça forcera Naruto et Sasuke à déployer
tous leurs armes, tous leurs pouvoirs, y compris leur pouvoir de Rikudo face à Ishiki. Et dans cette éventualité, si Naruto ou Sasuke ne meurent pas, pour moi il y aura forcément un moment où ils vont être nerfés pour la nouvelle génération. Alors quand je dis nerfés, c'est-à-dire que pour moi, tôt ou tard, Ishiki va soit réussir à enlever l'héritage de l'ermite Rikudo pour Sasuke et Naruto, et pourquoi pas même récupérer le Rinnegan de Sasuke pour se le greffer contre son Byakugan, et ça forcerait Boruto, qui est sous l'emprise de Momoshiki, qui est aussi timé par le temps, puisqu'il est forcément dans une menace potentielle avant la résurrection de Momoshiki, peut-être de s'allier ou trouver un accord avec Momoshiki pour éviter la fin du monde shinobi. Quatrième spéculation, la mort de Sasuke et Naruto. Quoi qu'il arrive, et ça je vous le dis, quoi qu'il arrive, dans Boruto, on aura forcément la mort de Naruto et Sasuke. Est-ce que le moment est propice à faire mourir l'un des deux? Je pense que oui. Je pense que le premier à mourir sera Sasuke. Sasuke va mourir face à Ishiki. Pour moi, c'est une théorie possible, puisque le fait qu'on nous prépare psychologiquement de la bouche de Sasuke, comme quoi tous deux sont prêts à mourir pour Konoha, il y a forcément quelque chose qui va en découdre derrière. C'est obligé. Alors Shuri n'est pas d'accord avec cette théorie, comme quoi, pour moi, Sasuke mourrait face à Ishiki. Elle me dit que c'est trop tôt, qu'il n'y a pas encore assez de développement, et surtout il n'y a pas assez de puissance derrière si Naruto et Sasuke viennent à mourir. Donc c'est pour ça que dans ma troisième théorie, je vous ai expliqué le fait de nerfer Sasuke et Naruto pour booster l'évolution de Boruto, Sarada, Mitsuki, enfin bref, la nouvelle génération. Parce que comme je vous l'avais dit dans la dernière review de Boruto que j'avais réalisée, le fait qu'on nous montre un Boruto adolescent adulte face à Kawaki avec la cape de Sasuke, son katana et son bandeau frontal de Konoha rayé, ça montre et ça nous projette dans l'éventualité que Sasuke est mort et que c'est un héritage. Tu vas pas passer ton string à quelqu'un alors que t'es encore en vie, ou même ta brosse à dents, ça se prête pas. Pour le coup, pour moi, c'était un signe avant-coureur que beaucoup d'entre vous avaient déjà visualisé et remarqué, et pour moi, il y aura forcément une mort de Sasuke avant celle de Naruto, parce que faire mourir les deux en même temps, ça serait peut-être trop chaud, tu vois ce que je veux dire? Il faut une évolution sur le personnage de Boruto, et même peut-être une discorde potentiel avec Naruto, le fait que Sasuke est mort et pas lui, et que Boruto viendrait peut-être à sombrer ou pas. Tout dépend de comment va s'agencer la suite scénaristique de Boruto. Est-ce que Boruto sombrera ou est-ce qu'il connaîtra juste un avenir sombre? Et quand on dit un avenir sombre, c'est-à-dire tout perdre. Et que ça le forcerait effectivement à tout reconstruire derrière. Parce que, comme je vous l'avais dit dans la dernière review, on est sur deux schémas différents. Naruto qui n'a rien eu et qui a finalement tout eu à la fin, et on a un Boruto qui a tout au début et qui perdra tout. Et c'est là l'intérêt de Boruto, c'est qu'on est dans une construction et déconstruction de personnages et de ce qui a été réalisé dans Naruto. Enfin voilà tout ce que j'avais à dire sur le dernier chapitre de Boruto. Je vous attends réellement en commentaire pour vos théories, vos avis du chapitre, de partager, liker la vidéo. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, globalement, Boruto en manga, c'est de la frappe. Moi, très sincèrement, quelque chose, si je devrais comparer à DBS n'arrive pas à me faire vibrer autant que Boruto me fait vibrer. Là, j'ai l'impression d'avoir un concert en vibrato où tu veux, dans mon corps, tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où c'est cool parce que quand je lis Boruto, j'ai l'impression d'être ce gamin préadolescence, 12-13 ans, qui découvrait Naruto et qui avait hâte de lire les scans dès que ça sortait. Là, c'est pareil. Chaque mois, je suis hypé, chaque mois, je reste sur le cul, et plus ça avance, plus je suis choqué. Dans tous les cas, moi, je vous souhaite une très belle journée, une très bonne soirée. À très bientôt. Tchuss!